Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Aujourd'hui, nous avons pris de la hauteur du côté de Montmartre pour pénétrer les coulisses du Sacré-Cœur. De la tradition et de la gourmandise, c'est le credo de Jean Imbert, une ode à la simplicité, à l'amour des produits. Un réparage qui a de quoi vous faire perdre la tête. Voici 3 adresses révolutionnaires en plein Paris. Laure quitte les lustres et bas-reliefs pour orner les créations lumineuses de Manuela Paul Cavalier. C'est Focus. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Les projets de végétalisation des villes fleurissent d'année en année. Les bergers urbains, de leur côté, ont décidé de relancer le pastoralisme aux abords et dans les métropoles. C'est ainsi qu'aux alentours de Paris, vous pourrez apercevoir des moutons en train de paître. Une démarche écologique et qui tisse des liens sociaux. Belle initiative. Dans les clichés qui collent à la peau des Français, il y a la pétanque. La version du jeu actuelle remonte à 1908. C'est un dénommé Jules qui inventa et structura un divertissement existant déjà depuis l'Antiquité, le jeu de boules. Devenu emblème du sud de la France, ces sphères étincelantes ont roulé leurs billes, car depuis 1959, il existe désormais un championnat du monde. C'est sur la planète Topoi que l'histoire débute, envahie par d'étranges voyageurs spatiaux qui ravagent tout sur leur passage en quête d'une force mystérieuse appelée l'ultra-laser. Nous suivons les 2 compères Orb et Bucco dans une aventure remplie d'humour et de rebondissements sublimés par des illustrations pleines de poésie et de couleurs. Nos amis les bêtes ont aussi le droit à leur touche fashion. Bandit Paris allie l'utile à l'agréable, ça donne des harnais, colliers et laisses en version Made in France assemblés à la main. Le bonus, c'est qu'à chaque commande, 1 € est reversé pour aider les animaux. Une idée qui a du chien. La basilique emblématique de Paris nous a ouvert ses recoins les plus secrets. Un coup de cœur pour les coulisses du Sacré-Cœur. Le monument que nous allons vous faire découvrir se trouve tout en haut de ces marches, puis de celle-ci, et enfin de celle-là. Visiter la basilique du Sacré-Cœur, ça se mérite. Nichée en haut de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement, la basilique et son dôme blanc surplombent la capitale. Érigée en 1914, après 40 ans de travaux, on doit sa construction aux événements qui ont secoué Paris à la fin du 18e. On vous voit venir avec vos questions, alors avant de passer par des portes dérobées, jouer aux aristochats sur les toits et aller voir la plus grosse cloche de France, Monseigneur Laverton nous remet dans le contexte. La perte de la guerre, entre autres, crise économique, la fin de l'Empire. Désemparée, la communauté catholique parisienne, menée par l'archevêque de Paris, décide d'ériger un monument à la gloire du Sacré-Cœur Jésus, et c'est ainsi que naît la basilique. Mais au fait, qu'est-ce qu'une basilique ? C'est un titre qui est donné par le pape à des églises particulièrement importantes et remarquables, soit par leur architecture, soit comme lieu de pèlerinage très important, très connu. Pour la basilique du Sacré-Cœur, elle a été faite basilique dès sa consécration. Avant de grimper quelques marches pour aller voir la prouesse architecturale du monument, Monseigneur Laverton a attiré notre attention sur cette gigantesque mosaïque de 475 mètres carrés et qui pèse 60 tonnes, rien que ça. Cette mosaïque a été faite au début du XXe siècle. La basilique a été achevée vers 1914. La mosaïque est un peu plus tardive et elle a le privilège. Oui, donc on imagine les millions de tesselles qui la constituent pour ces 475 mètres carrés de surface. Et elle a le mérite de beaucoup éclairer la basilique. Et la basilique est de pierre, simplement. Et là, ça donne au cœur beaucoup de couleurs, avec cet autel doré en dessous. En parlant de pierre blanche, suivons maintenant Catherine Osière à travers les étroits escaliers de la basilique pour se hisser jusqu'au niveau du triforium. On remarque là toujours la pierre de soupe. Des carrières de soupe, qui est cette pierre de Château-Landon qui est exceptionnelle puisqu'elle reste blanche à l'eau, sous l'eau de pluie, à la lumière, elle blanchit. Et c'est la même pierre, en fait, on ne le sait pas souvent, mais c'est la même pierre qui a servi à la construction de l'Arc de Triomphe à Paris. Et cette architecture atypique, nous la devons à Paul Abadie, l'architecte qui a été choisi parmi les 70 candidatures. Paul Abadie, l'architecte qui a
qui a été choisi. Alors il a un style très particulier, comme on peut le voir, qu'il appelait le romano-byzantin. Donc ce n'est pas du néo-gothique ou du néo-roman, mais romano-byzantin. Il s'inspirait de Sainte-Sophie à Istanbul, entre autres. Donc c'est pour ça qu'on a des proportions en croix grecque. On a un chœur qui est extrêmement large et long. Enfin, toutes les proportions sont assez étonnantes. C'est pour ça que la basilique, même de l'extérieur, a cette esthétique qui fait souvent réagir. Allez, on va voir ce que donne ce style romano-byzantin sur les toits. Avec le vent dehors, on a failli ne pas pouvoir ouvrir la porte. Mais ça y est, nous voici sur les toits du Sacré-Cœur. Nous sommes au-dessus du déambulatoire de la basilique, avec cette vue complètement originale et inédite, puisque nous sommes entre le dôme et le campanile. Le campanile qui abrite la fameuse savoyarde qu'on va aller voir, la grande cloche de 19 tonnes. Une invitation à aller voir les cloches qu'on ne saurait refuser. C'est une des plus grandes, des plus grosses d'Europe, voire la plus grosse d'Europe. Elle pèse 19 tonnes. Elle a été offerte à la basilique par la Savoie, fondue à Annecy. Et c'était toute une histoire. On a des très belles photos d'archives qui montrent tout un convoi de bœufs l'amenant vers Paris. Et c'est surtout la dernière cloche à être sonnée à la volée. Mais ça, pour le voir, il faut attendre les grandes fêtes religieuses. Et aujourd'hui, pas de chance, nous sommes un jour tout ce qu'il y a de plus banal. Alors, ça sera pour la prochaine fois. Le chef Jean Humbert met dans ses plats l'amour qu'il a pour les produits et sublime le tout de partage, une histoire de famille qui s'écrit au présent. Il y a des parcours qui sont parfois totalement écrits. Et c'est le cas pour celui de Jean Humbert qui, depuis aussi loin qu'il s'en souvienne, a toujours su qu'il voulait devenir chef. Une vocation qu'il n'a cessé de faire grandir tout au long de son apprentissage à l'Institut Paul Bocuse et de ses stages passés aux côtés de grands chefs comme Michel Rostand. Et c'est en 2004, à 22 ans, que son rêve d'enfant devient réalité. Jean Humbert ouvre son premier restaurant à Paris, l'Acajou. Les années ont passé, d'autres restaurants ont ouvert, les projets se sont multipliés en France comme à l'étranger, et l'Acajou est devenu Mamie. Le concept du restaurant Mamie, c'est un restaurant ouvert avec ma grand-mère de 93 ans. Là, on est au milieu de la cuisine, c'est un peu le box avant le service, voilà, il est 19h45. Donc le concept, ce sont ces plats. À la base, on n'a fait aucun plat qui n'était pas ces plats. Et alors ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Magnifique, tomate farcie, pas encore fini, mais magnifique. Un beau pain de campagne au levain naturel. Tartare de bœuf, mais uniquement avec de la betterave. Avec des petits condiments, capre, cornichons, des herbes. Voilà, et c'est pour toi. Si par définition une cuisine est toujours en ébullition, celle de Jean Humbert l'est tout particulièrement. Toujours en mouvement, à penser à la prochaine recette et à se remettre en question, Jean Humbert va à 1000 à l'heure et c'est peut-être là le secret de sa réussite. J'adore rester alerte sur tout ce qui se passe. Déjà, ça permet d'être en mouvement parce qu'on a un monde qui bouge très vite. J'adore me remettre en question. Je suis insatisfait tout le temps, donc je me remets en question. J'ai l'impression que jamais rien n'est acquis. On dit souvent ça dans un couple, mais je le pense vachement dans le travail. Jamais rien n'est acquis, il faut toujours... C'est pas une volonté d'aller où les gens m'attendent pas, c'est juste, c'est une nature. Voilà. Et quand on est aussi dynamique, il faut une équipe qui prenne le train en marche. Une équipe que Jean veut amicale, exite tout vocabulaire habituel de brigade et de hiérarchie. C'est familial, enfin familial, c'est bizarre, amical en tous les cas. J'aime pas trop les hiérarchies de la cuisine. J'aime bien que chacun prenne ses responsabilités, chacun est à son poste. Une cuisine, c'est souvent très militaire. Il y a la personne qui est aux entrées, la personne qui est aux poissons, la personne qui est aux viandes, la personne qui est au dessert. Nous, c'est un peu plus entremêlé. Je sais pas, moi, j'ai besoin de me sentir bien. Et surtout, ne l'appelez pas chef. Chef, par exemple, rien que le mot chef, on a l'impression que ça pourrait être une marque de reconnaissance ou une marque même d'ego ou de fierté. Mais en fait, moi, je le ressens à l'inverse. J'ai l'impression que ça me ferait passer dans le monde où je suis dans le travail. Alors que moi, j'ai besoin d'être... Je veux pas être au travail, moi. Et puisque Jean ne veut pas se sentir au travail, pourquoi ne pas cuisiner en musique? Changement de décor, on vous emmène à la 3e édition du festival de musique Lollapalooza à l'hippodrome de Longchamp. Qu'est-ce qu'on fait là? On retrouve Jean Humbert, non pas sous la houlette du restaurant Mamie, mais des bols de Jean. Et dans ces bols, tout se mange, le contenu évidemment, mais aussi le contenant. Et il faut garder le rythme, car le festival, c'est plus de 50 000 festivaliers affamés par jour.
Ça reste de la cuisine, même si évidemment là c'est chaud. Là. Il y a 50 000 personnes aujourd'hui, sur les 2 jours il y aura 100 000 personnes. Donc mais après ça reste la même cuisine authentique, des bons produits de saison, faire plaisir aux gens, ça reste la même vibe. Et à Lola Chef, Jean n'est pas tout seul. Il a réuni 6 autres chefs pour l'accompagner dans cette aventure gastronomique et musicale. Et parmi ceux présents, il y a Cédric Grolet, élu meilleur chef pâtissier du monde en 2017, qui signe également la carte des desserts de Mamie. Une collaboration de longue date entre les 2 jeunes chefs. En fait, j'ai rencontré sa mamie il y a 1 an. On a fait un dîner de Noël ensemble. Et elle me parlait de desserts toute la soirée. Et je me dis, ça peut être cool avec Jean, comme il ouvrait un restaurant, que je lui signe la carte. Et je lui ai proposé 4-5 desserts. Et depuis, il va me parler, mais il a pris 4-5 kilos de plus à cause de mes desserts mamie. Donc c'est vraiment un échange en fait entre nous deux. Toujours plus de rencontres et de projets qu'il met en œuvre. Jean Humbert est toujours prêt à remettre le couvert. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, aujourd'hui, pour être un chef, un cuisinier, il ne suffit plus d'être derrière les fourneaux tout simplement. Vous avez une voix qui porte et vous défendez le bon manger, le bien manger, les saisons. C'est important pour vous? C'est primordial. Ça fait partie de la vie d'un chef. J'avais l'impression que ça... Je ne sais même pas à quel moment le pont a été coupé, mais ça a toujours fait partie, normalement, de la vie d'un chef, de s'intéresser aux saisons, à la nature, aux équipes, à l'humain, toutes ces choses-là qui sont autour de mon métier. Vous êtes passionné de cuisine depuis toujours. Quand d'autres ont lu des BD, vous avez été avec de la littérature culinaire. Et puis vous avez monté un restaurant au sein de votre famille. Comment ça s'est passé? C'était pas vraiment au sein de la famille, c'était juste... Vous avez fait du service à la carte pour chacun? Non, mais moi j'étais passionné de cuisine, ça c'est vrai. C'est-à-dire, je regardais pas la télé. On dit qu'un enfant il regarde 4 heures la télé par jour, vous voyez, donc ça fait du temps pour cuisiner. Et quand j'étais tout petit, j'avais créé dans le salon un petit endroit où c'était mon restaurant, mais c'était que quelques jours en vrai. C'était pas, je faisais des courses, je faisais une liste de courses pour ma mère le mardi et les mercredis, je cuisinais toute la journée. Et le soir, j'avais créé un petit menu. Mon frère, on avait une petite table roulante. Mon frère, il apportait les plats sur la table roulante et tout ça. Et ouais, j'étais mon petit chef, quoi. C'était un jeu. Je sais. En fait, la cuisine, ça a toujours été un jeu, oui et non. C'est-à-dire, c'était ni un jeu quand j'avais 10 ans. Mais ni pas un jeu maintenant. Vous comprenez, c'est juste un hobby, c'est juste un plaisir. Et aujourd'hui, ça reste un plaisir? Oui. Parce que vous avez acheté ce restaurant très jeune, vous aviez 22 ans, vous êtes toujours jeune. Mais c'était important d'avoir un lieu à vous. Je ne sais pas, moi je disais toujours, je vais ouvrir mon restaurant. Mais il y en a qui ne veulent pas ouvrir le restaurant. Ça fait partie de la vocation. On ne se rend pas compte quand on ouvre un restaurant, d'un seul coup, on fait un plat, le client il est en face de vous, on va le voir, ça vous a plu? Oui, non. Le rapport est très brutal finalement. On a un verdict. Moi, je n'avais pas peur de ce verdict. Bon, avec le recul, c'est dur, c'est vrai. Mais j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant. Donc 22 ans, ça me paraissait 22 ans trop loin, trop long. On avait dit que vous défendez certaines valeurs, mais la famille est primordiale. Ce restaurant s'appelle Mamie, en hommage à votre grand-mère. Mais non seulement... C'est pas la cuisine tellement de votre grand-mère, j'ai l'impression, mais c'est le fait de pouvoir rassembler tout le monde autour d'une table. C'était plus important, c'est vrai. Oui. La cuisine, c'est fédérateur avant tout, alors, pour vous? Oui. C'était le truc que je ressentais le plus quand j'étais enfant. C'est-à-dire, ma grand-mère, on peut estimer, certes, ce sont des plats. Je veux dire, une grand-mère qui fait une blanquette de veau ressemble potentiellement à une autre grand-mère qui fait une blanquette de veau. Par contre, d'avoir le pouvoir de la cuisine, le pouvoir de mettre une table et de mettre un plat au milieu de cette table et de fédérer autour les gens qu'on aime. C'est incroyable ça. Moi, je me suis servi que de ça dans ma vie. Ce qui vous plaît au-delà de tout aujourd'hui, dans le fait d'avoir un restaurant, c'est la création, j'imagine? Jamais un cuisinier ne sera considéré comme un artiste et je le revendique absolument pas. Par contre, on a une certaine créativité éphémère dans la création de certains plats et oui, c'est le meilleur moment de la vie d'un cuisinier. Alors vous vous considérez comme un artisan plutôt qu'un artiste? Artisan, oui. Artisan, on travaille avec nos mains. Moi, je dis toujours que j'ai vachement de force dans la main parce que j'ai toujours porté un couteau dans ma main. Et genre depuis tout petit, moi, on coupe, on porte des casseroles, donc j'ai vachement de force. Mais je dis toujours, les mains, ça parle. Je me souviens de la première fois que j'avais rencontré un gars qui plantait des échalotes. À la main, il était à 4 pattes en Bretagne, dans la terre. Et j'avais vu sa main, elle faisait 2 fois la taille de la mienne. Elle avait 40 ans de plantage d'échalotes, vous voyez ce que je veux dire? Et je ressens ce rapport à la terre hyper important. Ouais. Et alors justement, parlons-en des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs. Vous les voyez souvent. Et ce contact pour vous est primordial?
On est juste des passeurs, les cuisiniers. Le passeur entre Vous transformez quand même la matière. Vous la transformez. Oui, mais on est moins important que le producteur, moi, je trouve. C'était quoi votre première émotion gustative? Peut-être chez votre grand-mère, peut-être ailleurs, mais la première fois où vous dites ça, j'ai envie de le remanger, c'est ou plus ça les me fait odeurs, quelque alors. chose. Plus les odeurs de la Bretagne. Iodé. Iodé. Ça va être un poisson qui va pas parler à tout le monde, mais des maquereaux grillés au barbecue. Ah oui. C'est marrant parce que mes parents, sans le savoir, ils étaient tellement ancrés dans la saison. Genre, ils faisaient des soupes à la maison l'hiver. Tous les soirs, il y avait une soupe différente. Et tous les étés, une salade. Il y avait plein de salades posées au milieu de la table. Ils allaient acheter que les produits frais. Mes parents, ils n'ont jamais été dans le métier, mais je me rends compte, ils m'ont inculqué quelque chose, quoi, sans même le savoir. Et si vous aviez quelque chose à transmettre, ça serait quoi? Cuisiner. Voilà ce que j'aimerais transmettre. J'ai envie de dire aux gens, cuisiner. Très bien, merci Jean. Merci beaucoup. La Révolution française a fait grand bruit. Il en reste d'ailleurs aujourd'hui de nombreuses traces dans la capitale. Voici 3 adresses sauces révolutionnaires. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé les rues de la capitale sur les traces de la Révolution française. Il n'est pas encore temps de prendre les armes, non, d'abord, il faut penser la Révolution. Et c'est au café Procope, le plus vieux de France, que les esprits s'échauffent à l'époque. 1789, le propriétaire s'appelle Monsieur Zopi. Et Monsieur Zopi, il aime bien parler, débattre, philosopher. Le café est juste à côté de l'ancienne Comédie Française. Les gens de la haute société, les intellectuels, les écrivains, s'arrêtent facilement au Procope. Zopi était un ami de Robespierre et Danton. Donc on crée la renommée du Procope dans Paris avec une très belle clientèle qui vient pour réfléchir, pour discuter, pour échanger. Et tout cela annonce les prémices de la Révolution. En plus des clients, d'autres figures de la Révolution française sont des voisins du café. Notamment notre ami Marat, qui avait juste à côté son imprimerie. Vous avez d'ailleurs au salon Marat, au 2e étage du restaurant, la cloche originelle que sonnait Marat lorsque le journal était prêt. Dis donc, c'est un café à la limite du musée. Vous avez d'ailleurs ici un poêle d'origine et on dit que c'est dans ce poêle qu'on brûlait les papiers, où l'on préparait la Révolution. Et lorsque la police passait, on jetait tout au feu dans ce poêle. Après des mois à préparer la Révolution autour d'un café, il est peut-être temps de passer à l'action. Actuellement en chantier, la place de la Bastille l'est aussi le 14 juillet 1789. Mais c'est un tout autre chantier, celui de la Révolution française. À l'époque, elle ne ressemble pas du tout à ça, il n'en reste pas grand-chose. Quand même un morceau de la tour dite de la Liberté, ici dans un square à quelques mètres de la place de la Bastille. Et puis vous verrez une plaque au numéro 3 de la place de la Bastille qui vous donne un plan schématique de ce qu'était cette forteresse. Et oui, la Bastille était d'abord une forteresse transformée en prison. Quelques mois avant la prise de la Bastille, le climat est un peu, tendu. Les députés ont peur d'un coup d'État royal, le roi a peur pour lui, donc forcément, le peuple a peur aussi. 2 jours avant, cerise sur le gâteau, on a renvoyé un ministre populaire qui s'appelait Necker. Et donc cela va encore générer de la tension. Un révolutionnaire qui s'appelle Camille Desmoulins va crier aux armes au Palais Royal. Et il va se constituer une sorte de milice bourgeoise qui va vouloir s'armer. On va aller aux Invalides chercher des milliers de fusils, mais ces fusils, il leur faut bien de la poudre. Et on sait qu'à la Bastille, il y a de la poudre. Des milliers de Parisiens convergent alors vers la Bastille. Lorsqu'ils arrivent, eh bien, va s'engager un dialogue avec le gouverneur de la Bastille. Mais in fine, la tension est à tel point que le pont-levis est brisé, les émeutiers vont rentrer dans la Bastille et évidemment, de là naît le point
ultra symbolique de la Révolution française. C'est le début d'une longue période de changements politiques et sociétaux, une période de bouleversement marquée par beaucoup de morts et l'arrivée de la guillotine. Ici, dans le 11e arrondissement de Paris, il reste un souvenir de cette machine coupeuse de tête. Ces traces au sol étaient l'emplacement des cales de la guillotine, des vestiges d'un échafaud installé en 1851 devant une prison dont il reste toujours les portes. Mais les condamnés à la lame les plus célèbres sont bien Louis XVI et Marie-Antoinette. Guillotinés sur l'actuelle place de la Concorde en 1793, c'est la fin de la monarchie. À l'époque, les exécutions sont publiques. Aux heures les plus sombres de la Révolution, le peuple est avide de spectacles et de sang. Dans la période de la Terreur, 17 000 personnes environ perdent la tête. La Révolution française prend fin en 1799, Napoléon Bonaparte instaure le consulat. Une période révolue, mais comme vous avez pu le voir, il reste des lieux témoins de cette histoire, des traces physiques dans les rues de Paris et surtout un héritage intense dans la mémoire de tous les Français. Manuela est artiste et créatrice de matière d'or, beaucoup de poésie au service de l'art qui allie préciosité et jeu de lumière, hors du commun. L'or, une valeur sûre dans les coffres-forts, une preuve d'amour tout près du corps. Mais l'avez-vous déjà vu comme ça? Une feuille plus fine qu'un millimètre. C'est l'élément de base de la dorure. Et son utilisation n'est pas toute jeune, elle remonte à l'Égypte antique. Et oui, à l'époque, l'or était la couleur officielle des dieux et des pharaons. Et depuis, ce métal noble habille les croyances et religions à travers le monde. Mais ce n'est pas tout. Symbole prestigieux, la feuille d'or rayonne à Versailles dès le XVIIe siècle et s'invite jusque dans l'art avec un ambassadeur incontournable, Gustav Klimt. Vous vous demandez sans doute comment on passe d'une pépite enfouie sous la terre ou de paillettes glanées dans l'eau à cette feuille délicate. L'or est d'abord fondu avec d'autres métaux, puis coulé dans un moule façon lingot avant de se faire étirer par des rouleaux compresseurs d'un laminoir. C'est le travail des batteurs d'or, un métier ancestral que Manuela Paul Cavalier sollicite beaucoup. Dans son petit atelier, on trouve de l'or et encore de l'or. En fait, c'est l'or qui m'a trouvée. J'étais jeune étudiante à Florence, en Italie, et la feuille d'or, il y avait un cours de décoration, et cette feuille d'or qui virevoltait dans l'air tout doucement, c'était un coup de foudre et c'était mon métier. Il y avait cette délicatesse, cette subtilité, cette élégance aussi de ce métal plein de lumière qui tout doucement s'appuyait sur l'air pour redescendre. Elle réalise des tableaux abstraits qu'elle expose dans les musées, les galeries ou les lieux de prestige et des pièces de décoration, seules ou en partenariat avec de grandes marques et des artisans. Formée à l'histoire de l'art et à la décoration en Italie, elle a d'abord œuvré pendant 25 ans dans les musées à la restauration de bois doré. Là, j'appuie, je contrôle que la feuille d'or parte bien dans tous les endroits où j'ai envie qu'elle aille. N'allez pas croire que la dorure, c'est juste la pose de la feuille d'or. Il faut déjà choisir la teinte, de la plus vive et rougeoyante, à forte teneur en cuivre, à la plus claire, riche en argent. Puis ensuite, préparer le support pour que la feuille adhère parfaitement. Et pour cela, Manuela mise tout sur les techniques à l'ancienne. Là, c'est la dorure à l'eau. Donc je mets de l'eau sur ce qu'on appelle de l'assiette. Donc c'est ce qui permet à la feuille d'or d'adhérer. En fait, mon travail aujourd'hui, c'est d'innover avec les techniques du XIIIe, du XIVe, du XVe. La colle de peau, la colle de poisson, le fiel de bœuf, l'ail et les propriétés incroyables de tous ces produits conjugués ensemble. Et j'aime cette contradiction dans une recherche où on a une technologie toujours plus avancée, d'innover avec la richesse de notre passé pour le faire surgir dans quelque chose de contemporain et de très contemporain. Côté couleur, c'est pareil. La peinture acrylique, très peu pour elle. Manuela prépare elle-même ses palettes à grand renfort de pigments broyés et longuement mélangés. Et si vous en doutiez encore, la dorure a une petite part de magie, surtout au moment du brunissage. Il s'agit de créer sur la feuille d'or des contrastes entre mat et brillant grâce à un brunissoir, une onyx ou une pierre d'agate très lisse. Il ne faut pas rayer cette feuille si délicate. Tendez l'oreille, à la beauté du mouvement s'ajoute la poésie sonore. Le silence aussi est d'or pour voir les reflets se révéler. Si vous avez un support parfaitement lisse, il ne se passe pas la même chose qu'avec un support accidenté dans lequel la feuille d'or va accompagner l'accident, va le soulever, va en faire quelque chose de beau. Quand on ouvre cet étui, on a toute une histoire qui s'installe et on a une correspondance entre la matière de base et la feuille d'or.
Bois, cuir, papier, verre, Manuela multiplie les matières, autant de supports à ses histoires et ses collaborations. Une manière de distiller la feuille d'or dans l'artisanat contemporain. La responsabilité aussi dont je travaille dans l'atelier, c'est promouvoir pour demain cet héritage du patrimoine de France et le communiquer auprès du public et se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le Versailles de demain en fait? Sans aller jusqu'à Versailles, c'est l'Hôtel-Dieu de Lyon, fraîchement rénové, que Manuela Paul Cavalier apparaît de ses touches dorées. Des panneaux gigantesques, un travail de titan, symbole d'un art qui connaît peut-être à nouveau son âge d'or. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!